On parlait plutôt avec Stéphane Bureau de l'écart de perception, en tout cas en termes de visibilité médiatique. L'antavirus, c'est la première nouvelle en France, tous journaux, tout bulletin de nouvelles confondus. Ici, on garde un œil là-dessus, l'histoire du bateau, des Canadiens qui ont été ramenés. On s'inquiète pas outre mesure. La docteure Caroline Quashtan, directrice nationale de la santé publique du Québec, est avec nous. Docteur Quash, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce qu'on prend ça de notre côté de l'Atlantique trop à la légère? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours un équilibre à garder entre le sensationnalisme, l'inquiétude réelle et la science qui est à notre disposition présentement. En fait, je comprends que la France puisse s'inquiéter davantage parce qu'ils ont effectivement un ressortissant qui a été infecté sur le bateau. Dans le cas chez nous de nos 6 Canadiens qui ont été rapatriés, jusqu'à maintenant, personne n'a de symptômes et au questionnaire, c'est-à-dire pas fait par moi, mais par ma collègue en Colombie-Britannique, ils avaient l'air d'avoir été assez éloignés des cabines où la transmission s'est passée. Puis je pense qu'il faut aussi se rappeler que ce virus-là, on le connaissait déjà, et en matière de transmission interhumaine, c'est assez rare. Là. Il y a eu un épisode de transmission en Argentine où la transmission a eu lieu dans un endroit très fermé où il y avait beaucoup de monde. Donc, on peut dire le bateau pourrait avoir l'air de ça. Et par la suite, une fois qu'on ferme ce milieu-là, ou plutôt qu'on sort les gens de là, c'est une question de les suivre dans le temps. Mais si jamais, même disons qu'un des Canadiens devenait symptomatique et testait positif, pour les gens autour d'eux, le risque est quand même limité. Malgré tout ça, on a mis en place des mesures. Ces gens-là sont isolés et sont sous surveillance de symptômes. Donc, tout est fait pour pas qu'il y ait de transmission secondaire, même si le risque, comme je vous le dis, est minime. Mais même en France, je comprends qu'on veuille être prudent. Je peux comprendre qu'on a été traumatisé par l'impact de la COVID, mais il y a un cas, mais c'est pas comme si cette personne-là, cette dame-là, s'était promenée tout partout dans les stades de soccer, puis au cinéma, puis au théâtre, puis dans les restaurants. Elle vient de débarquer du bateau, elle est débarquée du bateau avec des symptômes, on sait exactement d'où elle vient, elle va se mettre en quarantaine. J'essaie de voir, en tout cas, je vois ça trop simplement, mais il me semble que les risques d'une propagation mondiale puis élargie, tout ça, sont plus qu'infimes, là. On est assez d'accord. Je partage votre opinion, M. Dumont. OK. Bon, on va continuer de suivre ça. Restez calme. Les cas qu'on a eus ici, on parle de gens là, qui auraient été dans l'avion en présence de quelqu'un qui est débarqué du bateau. C'est quoi le niveau d'inquiétude qu'on a? Parce que pour l'instant, personne de ce monde-là a des symptômes. En fait, on a 6 Canadiens qui étaient sur le bateau et 3 autres Canadiens qui étaient effectivement à bord du vol entre Johannesburg et Amsterdam où la personne qui était malade n'est pas vraiment restée dans l'avion, c'est-à-dire qu'elle montait à bord puis elle était trop malade, donc on lui a demandé de quitter. Donc, les 3 personnes qui sont en isolement et sous surveillance présentement sont les gens qui étaient dans les 2 rangées autour de cette personne-là. Le reste des gens dans l'avion sont considérés à très faible risque parce que la femme n'est pas restée là. Il n'y a clairement pas eu de partage de salle de bain. C'est donc, et comme je vous dis, là, c'est pas une transmission aérienne qui se fait comme la COVID de manière efficace. Donc, on a vraiment essayé de cibler les gens qui étaient autour d'elle. Et là-dedans, il y a 3 Canadiens qui sont, comme je vous le dis là, isolés et qui suivent leurs symptômes. Celui qu'on appelle dorénavant le cas zéro, là, un ornithologue de 70 ans là, des Pays-Bas qui allait voir le caracal à gorge blanche, un oiseau très rare semble-t-il, mais qui se tenait dans les dépotoirs où il était infesté de rats. Bon, est-ce que ça vous apparaît une prise de risque déraisonnable? Parce que c'est sûr, quand on regarde ça, nous, après coup, on se dit, voyons, il a couru après, qu'est-ce qu'il faisait là dans un dépotoir plein de rats? Bon, je suppose que lui, il cherchait son oiseau rare, là. Oui, on est toujours poussé par ce qui nous passionne. Alors, lui, c'était clairement son oiseau rare. C'est sûr que en matière de prévention, ce qu'on dit, c'est d'éviter les endroits où il y a plein d'excréments, de rongeurs, parce que c'est comme ça que ça se transmet. On veut pas. En fait, la transmission se fait soit par aérosolisation de ces déjections-là. Donc, tu sais, si tu passes le balai, par exemple, dans un endroit fermé,
sinon, s'il y en a partout, tu peux en retrouver dans des plaies, tu peux en retrouver dans ta nourriture. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement là, comme mesure de prévention, mais ce qu'on recommande, c'est évidemment de ne pas faire exprès. Mais bon, comme je vous dis, là, c'est pas à nous de juger. Là, chacun juge son risque différemment. Clairement, cette fois-là, il n'a pas été chanceux. Hier, vous étiez avec le ministre de la Santé, d'autres intervenants, pour annoncer cette grande politique, 250 millions en prévention en santé. Je vous pose une double question. Est-ce que c'est efficace d'investir en prévention? Moi, je regardais les mesures, puis il y en a qui disent c'est intéressant. D'autres, je me disais, on fait des campagnes de publicité pour dire aux gens de faire une chose. Finalement, les plus jeunes sont rébarbatifs puis ils font le contraire. Est-ce que c'est efficace d'investir en prévention? Est-ce que ça rapporte? Ben, ce qu'on voit, c'est qu'un dollar investi en prévention rapporte environ 14,30 $. Fait que c'est quand même... Vous voulez dire en économie pour le réseau? Oui, absolument. Puis, c'est sûr qu'il y a de multiples mesures là-dedans qui vont de l'éducation, de la littératie scientifique, c'est pour que les gens comprennent ce qu'on leur explique puis qu'ils prennent les meilleures décisions pour eux-mêmes. Mais évidemment, il faut aussi tenter d'encadrer ça dans des politiques publiques. Tu sais, je reprends toujours l'exemple du tabagisme, là. Si on n'avait pas mis en place les mesures pour, entre autres, interdire le tabac à l'intérieur et sur les terrasses, interdire la publicité de grands événements sportifs, par exemple, par le tabac, si on n'avait pas fait des campagnes de publicité pour faire comprendre aux gens que fumer, c'est pas cool, là. Il y a eu des campagnes de publicité où les gens, où ça disait, tu sais, tu fumes, tu pues. Ça a fini par percoler dans notre inconscient collectif. Et là, maintenant, on a à peu près 10 à 12 % de la population qui fume. C'est pas quelque chose qu'on commencerait d'emblée. Puis je pense que la grande majorité des gens qui fument comprennent qu'il y a aussi un risque de cancer à l'autre bout. Donc, tout ce travail-là se fait pas évidemment en claquant des doigts, là, mais il faut le mettre en place tranquillement parce que éventuellement, ça va porter ses fruits. Dr. Quach, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont. Au revoir. Bonne journée. Nouvelle de dernière heure. Alexandre, développement important concernant l'école Bedford. On apprend ce matin que les brevets de 11 enseignants qui avaient été, souvenez-vous, mis en cause dans le rapport d'enquête de l'école Bedford, on a révoqué les brevets de ces 11 enseignants-là. C'est le cabinet de la ministre de l'Éducation qui a confirmé l'information à nos collègues de TVA Nouvelles après le rapport donc de différents comités d'enquête. Maintenant, les enseignants avaient été suspendus l'an dernier après la publication d'un rapport d'enquête qui était accablant, qui faisait état d'un climat de peur, d'intimidation instauré par un clan dominant à l'école primaire Bedford à Montréal. Ces enseignants criaient après les enfants, refusaient d'enseigner certaines notions en sciences, en éducation, à la sexualité notamment. Alors voilà, la nouvelle vient de tomber. Les brevets des 11 enseignants mis en cause dans ce rapport d'enquête à Bedford, c'est révoqué. Et interruption sur la ligne orange, ça se prolonge? Suivi, oui, c'est prolongé jusqu'à 7h40. Là. Initialement, là, ça devait rentrer dans l'ordre à 7h15. Or, presque une heure. Oui. Fait que là, on vient d'annoncer la prolongation de cette interruption de service. C'est un problème d'équipement de signalisation qui est en cause. Donc, reprise vers 7h40 selon la dernière mise à jour de la STM. Météo. À Montréal, on a un 7 degrés. Ça va se réchauffer aujourd'hui avec un maximum de 16. Pour demain, c'est de la pluie. Ça va s'ennuager dès la matinée, mais la pluie devrait débuter en après-midi avec un maximum de 14. Pour jeudi, de la pluie aussi, mais je vous rassure, là, ça devrait se dégager dans la nuit de jeudi à vendredi pour laisser place au soleil. Et je fais une petite parenthèse allergie parce que j'entends Alex éternuer depuis tout à l'heure. L'indice de pollen. Si jamais vous n'avez pas pris vos antihistaminiques hier soir, je vous conseille d'en prendre ce matin parce que les prévisions sont pour le pollen, du moins, est très élevées. Je confirme. Pour aujourd'hui, bouleau, pin, sapin, épinette et frêne. Et demain, très élevé également, bouleau, frêne et chêne. Ça devrait être modéré pour jeudi, mais pour aujourd'hui et demain, attachez votre sucre et sortez vos boîtes de mouchoirs.